Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin donc pour ce nouveau rendez-vous que vous propose Bretagne Commerce International. Ce webinaire ce matin est dédié à la thématique suivante, comment continuer son activité commerciale en Asie pendant cette période atypique. C'est vrai que pendant cette période assez compliquée de distanciation sociale, il est vraiment important plus que jamais de garder le lien avec vos prospects et avec vos clients. Donc, c'est pour ça qu'on a eu l'idée ce matin avec Christelle, notre intervenante experte, donc, qui va prendre la parole tout au long de ce webinaire. Ça nous tenait vraiment à cœur de vous montrer comment continuer votre prospection commerciale et comment maintenir le contact avec vos clients asiatiques. C'est vrai qu'il y a des incertitudes et des difficultés de déplacement, évidemment, mais on va balayer ce matin toutes les possibilités qui sont à votre disposition pour continuer à prospecter efficacement et pour entretenir le lien avec vos partenaires, que ce soit vos fournisseurs ou vos clients asiatiques. Donc, on va voir ensemble ce matin quelles sont les alternatives à envisager pour pallier non seulement les pertes liées à cette situation sanitaire et particulièrement aussi à l'annulation des salons professionnels qui se déroulent habituellement en Asie, auxquels vous êtes nombreux à participer et par lesquels vous pouvez générer la majorité de vos contrats d'affaires. Donc, on va balayer tout ça ce matin. Un petit mot important au sujet du déroulé de ce webinaire. Donc, ce moment, c'est vraiment le vôtre. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, à interagir avec nous, avec Christelle. C'est vraiment le moment où vous pouvez échanger avec une experte sur vos questionnements, vos problématiques, vos avancées sur le territoire asiatique. Donc, vraiment, n'hésitez pas à prendre la parole, à poser vos questions. Vous pouvez le faire soit par écrit en utilisant le petit chat qui est proposé par Zoom, soit oralement. C'est souvent plus facile de le faire oralement et puis on n'est pas très nombreux ce matin, donc c'est facile. Je peux activer vos micros et puis vous pouvez sans problème prendre la parole. Ce qui serait très intéressant aussi, c'est que chacun se présente individuellement, si vous êtes d'accord, à moins qu'il y ait, pour raison de confidentialité, des réticences de certains d'entre vous à ne pas le faire, mais encore une fois, on n'est pas très nombreux ce matin, donc ce serait vraiment bien que l'on puisse faire un petit tour de table comme on a l'habitude de le faire habituellement en réunion présentielle, de manière à ce que chacun connaisse l'activité des autres participants et puisse partager son expérience. Donc, dites-moi tout de suite avec un petit OK par écrit si vous êtes d'accord pour que l'on fasse ce petit tour de table et puis que j'active les micros de chacun d'entre vous. Ensuite, pour la prise de notes, alors pas de panique, on va dire beaucoup de choses pendant ce webinaire. On n'a pas chargé les slides volontairement parce que tout va se faire à l'oral. Néanmoins, la présentation sera mise à votre disposition comme d'habitude sur la plateforme BCI Info et on complétera tout ce qui va on va compléter la présentation de ce matin avec tout ce qui va être dit à l'oral. Et puis, je vous enverrai le lien pour retrouver donc, cette présentation complète demain ou après-demain. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le déroulement de ce webinaire. Donc, il est enregistré. Hein, vous retrouverez le podcast là aussi sous BCI Info pour le revoir ultérieurement. Alors, comme le veut la tradition, je vais vous présenter tout d'abord donc, notre intervenante de ce matin, donc Christelle Guidon. Christelle est dirigeante et fondatrice de CGHP Bespoke Consulting. Christelle, je vais vous laisser vous présenter brièvement tout à l'heure lorsque vous allez prendre la parole. Mais voilà, Christelle est consultante en développement commercial à l'international et a une expertise particulière sur l'Asie, d'où notre choix de la faire intervenir et on le remercie ce matin pour ce webinaire. La petite vidéo qui présente BCI, ça dure 4 minutes plutôt que de vous faire un long discours sur les différents services de BCI. Je vais lancer tout de suite la petite vidéo. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non.
Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export par la sensibilisation et l'information avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarché, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde lié au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Voilà. Donc là, je vous ai remis un petit slide sur BCI Info. C'est la plateforme qui est sur notre site web sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les études de marché, les présentations des différents webinaires, des tutos et puis donc les podcasts des webinaires. Si vous n'êtes pas encore familier à BCI Info, je vous invite vraiment à découvrir cette plateforme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je vais regarder les… Voilà. La majorité des personnes sont Lucie, Victor, Vianney, merci donc de bien vouloir partager vos expériences. Donc Christelle, je vais vous laisser vous présenter très brièvement peut-être si vous voulez bien et puis ensuite on fera un petit tour de table avant d'attaquer le sujet de ce matin. D'accord, bien sûr. Donc, tout d'abord, je voulais remercier Karen et Catel de me proposer de faire ce webinaire. Je suis ravie d'être présente ce matin et d'échanger avec vous sur mon expérience et sur le développement de marques à l'international et surtout en Asie.
Donc, qui je suis? Donc, je suis Christelle Guidon, je suis la fondatrice du cabinet CGHP Bespoke Consulting. Le but de ce cabinet, en fait, c'est d'accompagner des marques de mode, accessoires, beauté, maison dans leur développement à l'international sur 3 zones en particulier qui sont l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. C'est pourquoi je suis là ce matin. Mes missions, en fait, sont diverses et variées. Ça va du diagnostic à l'étude de marché, à la prospection. Et j'accompagne également les sociétés en tant que commerciale externalisée. Donc, en fait, je suis chef de zone export. Je suis en charge de leur développement à l'international. Et donc, pour 3 marques, en fait, je les accompagne sur leur développement en Asie, soit en direct en fait avec la recherche de partenaires tels que des grands magasins, des e-shops multimarques, des détaillants, ou bien en recrutant des importateurs ou distributeurs pour développer leur activité sur cette zone-là. Merci Christelle. Donc, je vais commencer le petit tour de table avec les 3 personnes donc, qui veulent bien se présenter. S'il y en a d'autres parmi les participants, surtout, dites-le-moi et puis j'activerai vos micros. L'honneur aux dames, je vais commencer par Lucie. Alors Lucie, normalement, votre micro est activé. C'est bon. Vous avez la parole, Lucie. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Bonjour Karen. Bonjour Christelle. Alors, on a eu l'occasion avec Christelle déjà de se rencontrer il y a presque un an maintenant. Moi, je suis également responsable export externalisé sur un autre domaine, sur le gourmet food. Et j'accompagne particulièrement un de mes clients qui est chocolatier sur l'Asie, qui commence à travailler au Japon. C'est une zone que je connais moins. Je suis plus spécialisée sur l'Europe et voilà, je sais que Christelle est une spécialiste de ce secteur-là, de cette zone. Et donc aujourd'hui, voilà, je viens un petit peu connaître un peu mieux ce marché, voilà, savoir aussi quelles sont les conséquences de la crise sanitaire sur ce marché et comment, parce que je sais qu'elle est en rebond par rapport à d'autres zones. Donc c'est un petit peu l'objet aujourd'hui de ma présence. Bon, merci Lucie. Merci à vous. Vianney, si vous voulez, votre micro est activé. Bonjour Vianney. Oui, bonjour Karen. Merci d'abord. Pour moi, c'est un grand moment parce que je découvre avec plaisir les ressources de BCI, ce qui est vraiment une chance. Je suis basé sur Orléans. Je suis également, comme vous mesdames, en externalisation, société de gestion export. Et donc, j'ai le plaisir de travailler pour une entreprise à Bain-de-Bretagne qui s'appelle Philocorp, donc, qui est dans le domaine plutôt médical. Donc, je suis mon entreprise a été créée il y a 4 ans, après avoir travaillé 32 ans à l'international. Et l'objectif, c'est de ce webinaire, qui est pour moi le premier, de faire connaissance avec vous. Et puis, l'Asie est une zone sur laquelle nous avons déjà prospecté. Nous avons eu pas mal de contacts grâce au salon Arab Health. Et voilà, c'est la raison de ma présence ici avec vous. D'accord. Philocorp donc a déjà un courant d'affaires sur l'Asie ou est en démarche purement prospective? Alors voilà, on est en démarche prospective. On a eu un premier contact et bon, il y a des homologations à mettre en place. C'est assez long, mais voilà. Donc on est très intéressé sur ce marché. Moi, je travaille avec d'autres sociétés. Moi, je suis plus dans le domaine de la santé actuellement, mais je m'ouvre sur d'autres domaines, bien évidemment. Mais j'ai déjà une expérience sur la Chine dans d'autres secteurs. Voilà. D'accord. Vous pouvez peut-être nous rappeler brièvement quels sont les produits de Philocorp pour les autres participants? Tout à fait. Philocorp, donc basé à Bain-de-Bretagne, donc près de Rennes, donc fabrique des cuissards pour les sportifs de haut niveau, essentiellement, dont l'objectif est de réduire les douleurs pendant l'activité sportive dans la zone pubienne, et ce qu'on appelle les adducteurs. Ce sont les muscles qui sont très sollicités pendant l'activité sportive. Et également à développer un produit très intéressant qui est un dérivé de ce cuissard pour les femmes enceintes pour diminuer, voire annuler les douleurs pendant la grossesse et après la grossesse. Voilà. D'accord.
Donc, vous, votre problématique, la raison pour laquelle vous êtes inscrit ce matin à ce webinaire, c'est avoir des informations globales sur plus globales sur le marché, comment l'approcher, et puis avoir des infos peut-être donc sur les homologations. Alors, les homologations, non, parce que ça suit son cours, mais c'est plus sur la démarche commerciale. D'accord. Et puis mieux connaître, mieux connaître l'Asie, c'est aussi intéressant pour nous. D'accord. C'est prévu ce matin qu'on fasse un petit point écho sur trois pays. Christelle vous en parlera tout à l'heure. Merci. Merci Vianney. Je vais recouper votre micro. Victor. Bonjour Victor. Oui, bonjour Karen, bonjour à tous. Donc, je suis Victor Poisson. Je suis donc le responsable commercial export pour la société West Bedding avec un nom commercial qui s'appelle Hotelis. On fabrique des matelas pour les hôtels. Les marques qu'on a sont Simons et Trecca. Et donc, on est partenaire des chaînes hôtelières internationales comme Accor, Hyatt, Hilton, etc. Et on équipe aussi des hôtels indépendants. Moi, je m'occupe de l'export. Et on s'occupe aussi on vend aussi en France évidemment, et on est fabriqué à Fougères en Bretagne. Voilà. En ce qui me concerne, pourquoi est-ce que je suis intéressé par ce webinaire, pardon, c'est pas pour l'Asie en tant que telle parce qu'on vend très peu directement en Asie parce qu'il n'y a pas trop de sens d'acheter un matelas en Europe pour l'Asie. C'est surtout sur les techniques pour garder le lien à distance. Pour remplacer les salons, comme vous le disiez quand vous êtes. Exactement. Il y a le côté remplacer les salons, mais aussi c'est tout l'entretien de la relation à distance avec des gens qu'on voit très peu, parce que c'est mon cas en fait. Je vois très peu mes clients, même quand il y a des salons, etc. Ouais. Parce que comme on répond à des appels d'offres, on fait l'affaire avec le client une seule fois et après très souvent on les revoit jamais. Donc c'est comment créer du lien avec tous ces obstacles-là. À la fois à cause du Covid, mais aussi à cause de simplement la distance. C'est exactement ce dont on va parler ce matin. Donc, bienvenue à ce webinaire. Merci à vous. Je vais aussi laisser la parole à Francky. Francky, votre micro est ouvert normalement. Bonjour. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien, la connexion est très mauvaise ce matin. Ça va, on vous entend un petit peu loin, mais on vous entend bien. Alors moi, donc j'ai la marque Le Détail Français, j'existe depuis un petit peu moins de 3 ans maintenant et je souhaitais savoir si c'était pertinent pour moi de me lancer sur le marché asiatique et si oui, combien ça me coûterait en investissement en temps, en argent et tout genre de choses et savoir quelles sont les entreprises qui pourraient m'aider à faire ça, comment mettre ça en place. Voilà, je sais absolument pas comment ça fonctionne. D'accord. On va éclaircir tous ces points ce matin. Alors évidemment, vous avez tous aussi des activités très, très distinctes les uns et les autres ce matin. S'il y a besoin de rentrer plus en détail pour vos préoccupations qui sont propres à votre avancée sur le marché asiatique, on est là après le webinaire, évidemment. Catel, que vous connaissez déjà pour la plupart, notre chargé d'affaires, est à votre disposition pour vous accompagner individuellement et puis vous conseiller dans les différentes démarches qui seront les plus efficaces pour vous, pour votre développement à moyen, court ou long terme. Et puis Catel sera en mesure évidemment de vous accompagner et de vous remettre entre les mains des bonnes personnes dans notre réseau de prestataires agréés à l'étranger et de partenaires privés comme Christelle par exemple qui est avec nous ce matin ou d'autres intervenants qui peuvent vraiment vous être d'une grande aide dans vos projets de développement. Donc n'hésitez pas post-webinaire à revenir vers Catel, votre chargé d'affaires. Vous aurez ses coordonnées à la fin de cette présentation. On est vraiment à votre entière disposition pour aller de l'avant et trouver des solutions pour vous aider. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Donc, c'est pas le bon sujet, je suis désolée. Là, c'est une coquille de ma part, pardonnez-moi, je vais changer ça tout à l'heure. C'est pas le bon sujet de webinaire, j'ai fait un mauvais copier-coller, pardonnez-moi. Donc, dans le sommaire de ce matin, donc pour parler des différentes solutions pour continuer votre commercialisation en Asie, on va d'abord démarrer par une brève introduction sur un point économique Chine, Corée, Japon. Ensuite, on va voir ensemble quelles sont les bonnes pratiques pour réussir votre prospection commerciale en Asie pendant cette période troublée de Covid.
Quels sont les moyens de communication indispensables pour rester en contact avec vos acheteurs lointains? Et ensuite, quels sont les nouveaux moyens de prise d'ordre à distance? Et enfin, Christelle nous donnera quelques conseils pour vous implanter en Asie et développer vos ventes en Asie. Donc, tout d'abord, l'introduction. Okay. À vous, Christelle, je vous laisse la parole. Parfait. Donc, comme l'a dit Karen, c'est vraiment un échange. Donc, n'hésitez pas, en fait, dès que vous avez des questions, posez-les et j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Mais on est vraiment là pour échanger, pour que je vous apporte mon expertise, pour que je vous donne des exemples concrets. Donc, n'hésitez pas. Là, déjà, je voudrais vous faire un petit point, en fait, sur l'activité en Asie. Il faut savoir que l'activité à la reprise dans la plupart des pays asiatiques, aussi bien en Corée, au Japon, en Chine, à Hong Kong, à Singapour. En effet, aujourd'hui, on ne peut toujours pas y aller. Enfin, on peut y aller, mais il y a la quatorzaine. Mais eux, de leur côté, ne peuvent pas voyager ou commencent. En fait, ça commence. Il y a des ouvertures de frontières. Hong Kong va pouvoir bientôt aller à Singapour. Les Chinois peuvent de nouveau aller à Macao. Les Japonais sont en train de discuter pour ouvrir les frontières. Donc là, il y a des débuts d'ouverture, de préparation, de réouverture des frontières. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur de chacun des pays, l'activité a repris, les magasins sont ouverts, le public est là, il y a du trafic, de plus en plus de trafic, et il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place pour développer en fait le business avec ces acheteurs B2B. Donc, je vais vous présenter quelques exemples, je vais vous donner des exemples concrets au fur et à mesure. Donc déjà, premièrement, la Corée du Sud. Il faut savoir que la Corée du Sud aujourd'hui est un marché qu'il faut privilégier quand vous voulez vous implanter en Asie, parce que c'est vraiment le nouveau tremplin pour la mode en Asie. Lorsqu'on est implanté en Corée, on a plus de facilité après pour se développer sur le marché asiatique. Alors, les Coréens aujourd'hui, les acheteurs coréens sont vraiment à la recherche de nouvelles marques françaises. Alors, je vous parle d'acheteurs B2B, bien entendu. Moi, je suis plutôt en contact avec des grands magasins ou bien des détaillants multimarques ou bien des e-shops multimarques. Et ces acheteurs sont à la recherche de nouvelles marques. Ils ne peuvent pas se déplacer, mais ils sont à l'affût quand même, malgré la distance, de recevoir des informations régulières sur des marques qu'ils ne connaissent pas. Donc, en Corée du Sud, l'implantation, donc ça j'y reviendrai un peu plus tard, l'implantation soit se fait en direct. Moi, généralement, je travaille en direct avec la Corée du Sud, mais il est possible de travailler via des distributeurs ou bien des agents ou bien des licenciés. En fonction de votre activité, il y a certaines marques avec qui je suis en contact qui ont préféré passer en licence. Il y en a d'autres qui ont des distributeurs ou bien d'autres qui ont des agents et d'autres qui préfèrent passer en direct. Le type de grands magasins, je vous donne quelques noms, c'est Shinsegae, Lotte, Galeria, Hyundai. Shinsegae, par exemple, ils ont des grands magasins, mais ils ont également des concepts multimarques où il est possible d'implanter les marques. Il faut savoir que 91% des Coréens aujourd'hui sont connectés, quasiment tous les Coréens sont connectés, donc le digital, bien entendu, prend une importance très importante. Il faut savoir qu'avant confinement, le digital était développé, mais sans plus. Les grands magasins, par exemple, avaient une très faible activité sur Internet. Aujourd'hui, ils ont développé leur activité et il y a un gros boom en fait du digital. Et le comportement des achats, alors ça, je voudrais vous le préciser parce que les Coréens sont en train de réfléchir. Ils ont quand même souffert, il faut le reconnaître au premier semestre. Ils ont moins vendu, donc ils ont plus de stock dans leurs magasins et ils sont en train de réfléchir à acheter plutôt sur stock plutôt que 6 mois en avance. Donc, les marques aujourd'hui doivent commencer à se préparer justement à modifier leur parcours de vente. Donc, ça, c'est pour la Corée. Mais il faut savoir que le marché, l'activité continue. Moi, je suis en contact régulier avec des grands magasins. L'activité a repris.
bien entendu, il y a eu un frein, mais aujourd'hui, ils ont quasiment retrouvé 100% de leur trafic. Au Japon, c'est pareil. Alors ce matin, j'étais justement avec un prospect japonais en visio. Je présentais une marque de maroquinerie à un prospect. Au Japon, l'activité a repris. Alors on parle de troisième vague, mais cette troisième vague, en échangeant avec plusieurs interlocuteurs sur la Chine, n'empêche pas le commerce de continuer. Donc les grands magasins sont ouverts, les détaillants sont ouverts, les acheteurs sont présents. Les acheteurs se déplacent de plus en plus dans les grands magasins et également le digital fait partie vraiment, est une partie prenante. Le gouvernement se fait un focus en fait sur le développement du digital aussi bien en termes gouvernement, mais aussi accompagne toutes les sociétés à se développer digitalement. Il faut savoir que très peu, les grands magasins comme en Corée étaient très peu développés sur la partie digitale. Aujourd'hui, il y a un gros boom en fait sur les ventes en digital. Les détaillants n'avaient pas forcément de site internet. Aujourd'hui, ils sont en train de se créer leur propre site internet de vente. Donc, il y a une évolution et on va vers du digital. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, il y a une montée. Le Japon aussi a précisé qu'il y a une montée en fait en puissance du bio et de la durabilité. Là, justement, j'étais donc en contact avec ce prospect japonais qui portait un intérêt vraiment très important sur le côté bio, sur le côté éco-responsable, sur le côté bienveillant, sur le côté investissement. Si vous participez, si vous reversez des pourcentages à des associations, ça c'est reconnu et ça va vous permettre de pénétrer ce marché. Et au Japon, bien entendu, importance des grands magasins, mais ça je l'ai dit, mais ça reste un marché vraiment focus grand magasin. Donc si vous voulez qu'on échange sur les différentes possibilités d'implantation au Japon en grand magasin, ça on pourra échanger après. La Chine, je vais dire que c'est retour à la normale. Il y a énormément d'événements qui sont en cours. En juillet, j'ai fait participer une marque que je vous présenterai tout à l'heure au plus grand événement en fait sur l'innovation du textile. En septembre, une autre marque a participé au CIF à Shanghai. L'activité aujourd'hui, on va dire qu'elle est quasi normale. Même plus, parce que les chiffres, ils annoncent quand même une croissance de 2% malgré la fermeture du pays pendant les premiers mois de l'année 2020. Aujourd'hui, le digital est numéro 1 en Chine. C'est pour ça il y avait une personne qui parlait d'investissement. Investir en Chine, vous développer en Chine a un coût qui est assez conséquent. Pourquoi ? Parce qu'avant de pénétrer le marché chinois, il est important de travailler votre communication. Et la communication va être primordiale sur le marché chinois. Si vous n'êtes pas connu, vous allez avoir du mal à vous implanter. Mais ça, je vais y revenir aussi. Et donc, sur la Chine, aujourd'hui, si vous n'avez pas de compte WeChat Pro en chinois, vous allez difficilement pouvoir vous développer sur le marché chinois. Il faut également noter qu'il y a une énorme présence des KOL, donc influenceuses chinoises, qui sont importantes pour vous développer. Et un point important pour nos marques françaises, c'est que les Chinois recherchent le savoir-faire français et recherchent des nouvelles marques à implanter sur leur marché. Voilà pour cette partie-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà sur cette partie. Christelle. Oui, vous avez des questions peut-être pour rebondir sur ce petit point écho sur ces trois pays. Alors, évidemment, on n'a pas fait tous les pays, mais les 3 pays. Oui, alors après, Singapour, c'est pareil, reprend son activité. Hong Kong, c'est pareil. Je suis en contact avec des grands magasins, avec des distributeurs. Ils reprennent leur activité. Et là, il y a Noël et il y a du monde dans les magasins et ils achètent. Donc, surtout, encore une fois, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Je peux activer vos micros ou écrivez-nous vos questions. Mais vraiment, c'est le moment. N'hésitez pas. Partagez votre expérience et posez vos questions à Christelle. Donc, on va aborder le deuxième point sur les bonnes pratiques pour réussir sa prospection. Hop.
Donc, c'est ce que vous disiez, hein, la prospection aujourd'hui, elle a pas mal évolué hein, depuis début 2020. Auparavant, on prenait notre valise, on allait se déplacer, on était présent dans les pays. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Donc, mais comme je vous le disais en introduction, les prospects, il y en a. Les acheteurs continuent à vouloir trouver, vendre des marques françaises dans leur point de vente. Mais donc, comment aujourd'hui attirer des prospects vers votre marque lorsque vous êtes à 10 000 km d'eux? Donc, et le point important avec les Asiatiques, c'est qu'il faut vraiment capter leur attention pour les amener vers une vente. Donc, il faut capter leur attention. Comment? Donc, ça, je vais le développer après. Karen, je vous laisse… Alors, il y a toujours cette page blanche entre chaque slide. Je ne comprends pas pourquoi. Hop. Ah oui, alors oui, j'avais modifié. Alors, je vais juste, avant des modalités pour enregistrer sa marque, je vais juste un peu vous reparler des différentes étapes, en fait, avant de vous implanter dans un pays. D'abord, pour celles qui ne sont pas présentes en Asie, mais qui souhaitent s'implanter, la première chose, c'est d'abord de faire un diagnostic. Diagnostic de quoi? Donc, diagnostic de votre activité commerciale et diagnostic de vos produits, pour savoir si vos produits peuvent être exportés. On parlait d'homologation. Pour certains domaines, on est obligé d'homologuer, on est obligé de faire des tests et tout ça a un coût. Donc, il faut déjà faire un diagnostic. La deuxième étape, c'est de faire des études de marché. Parce que l'Asie, c'est vaste. Hein. Alors, moi, je vous ai présenté 3 pays, mais je rajoute Singapour, je rajoute Hong Kong, je rajoute Macao, je vais rajouter la Thaïlande, je vais rajouter le Vietnam, Taïwan. Donc, il est vraiment important de faire une étude de marché et de vous focaliser sur 1, 2 pays, mais ne pas aller sur l'Asie dans sa globalité. Si vous partez sur la globalité, vous allez vous éparpiller et le développement commercial en Asie va être plus difficile. Ah voilà, merci Karen. Ensuite, une fois que vous avez Désolée, il y a un petit bug technique chez moi ce matin. Je suis vraiment navrée. Les slides ne passent pas comme je le voudrais. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, l'étude de marché, ça, c'est important. Et une fois que vous avez ciblé les pays dans lesquels vous voulez exporter, la première chose à faire, c'est de déposer sa marque. J'ai encore trop d'exemples en fait de marques qui se développent dans des pays sans avoir déposé leur marque. Là, j'ai le cas en fait d'une marque de bijoux fantaisie haut de gamme qui a commencé en fait une relation commerciale avec 3 clients chinois. Et malheureusement, cette marque a souhaité, donc elle a fait une demande d'assurance prospection, elle a eu son budget et aujourd'hui, elle se focalise sur ce marché chinois. Et malheureusement, là, on vient de s'apercevoir qu'en lançant le dépôt de marque, la marque avait déjà été déposée en février 2020. Donc, la marque est déposée, le même nom, et donc cette marque, son marché prioritaire, c'est la Chine, mais elle ne peut pas y aller tant que la marque est déposée par un autre prestataire. Donc là, on est en train de faire une démarche pour implanter cette marque déjà dans un premier temps en termes de communication. Donc, on est en train de lui créer un compte WeChat Pro. On est en train on a déposé sa marque. On a fait une demande d'intervention pour récupérer le nom de marque. Donc, il y a plein d'étapes qui vont se rajouter, qui n'étaient pas prévues pour cette marque. Donc, première chose, bien déposer votre marque. Donc, je vais vous préciser en fait comment déposer votre marque en Chine et dans les autres pays asiatiques. Une fois que vous avez déposé votre marque, que vous avez bien votre dépôt, il est important de choisir votre méthode d'implantation dans ces pays-là. Les méthodes d'implantation vont être différentes. La Chine, on va déjà penser communication, on va se créer un compte WeChat Pro, on va participer à plusieurs événements pour faire connaître sa marque auprès des KOL, avec des KOL, sur des salons, dans des showrooms.
En Corée, je vous ai dit qu'on pouvait passer en direct, mais on peut passer par un distributeur. Au Japon, on va généralement passer par un importateur ou un distributeur. Pourquoi? Parce que les Japonais parlent très peu anglais et donc on est obligé de passer par un importateur ou un distributeur qui va maîtriser sa langue, qui va maîtriser la langue du pays et qui va nous aider à implanter la marque dans le pays. À Hong Kong, moi je passe en direct, généralement on peut passer en direct, hein, tout le monde parle anglais. Singapour, c'est pareil, vous pouvez passer en direct, à part pour quelques produits où vous êtes obligé de passer par un importateur ou un distributeur parce que c'est plus facile pour implanter une marque. Une fois que vous avez fait votre choix d'implantation, eh bien c'est le moment de créer son listing prospect. Et là, je vais vous donner aussi quelques pistes comment trouver des prospects en Asie. Et après, c'est la prise de contact avec vos prospects. Donc, je reviens juste sur le dépôt de marque qui est vraiment important. Bon, je pense que vous le savez tous, hein, mais étape numéro 1, on dépose son dossier à l'INPI. On demande on demande un dépôt de marque sur le pays que vous visez, par exemple la Chine. Donc, vous faites un dépôt de marque pour la Chine auprès de l'INPI qui va transférer votre dossier à l'OMPI. Donc, je vous ai mis l'adresse du site internet wipo.int. Passer par l'OMPI, c'est l'option la plus simple, la plus rapide et la moins coûteuse. Bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez passer directement par des avocats et enregistrer votre marque via des interlocuteurs locaux. Donc ça, je peux vous donner des informations aussi, ou Catel et Karen pourront tout à fait vous donner ces informations-là. Quand vous vous inscrivez, quand vous déposez votre marque au Japon, en Chine, en Corée, bien faire attention aux adaptations littérales en chinois, en japonais, en coréen. En chinois, il est obligatoire de traduire votre marque en chinois parce que les Chinois ont du mal à prononcer les noms de marques européennes. Donc, il est vraiment important de traduire votre marque en chinois. Donc, ça, c'est quelques actions. Ah non, il y a une autre slide juste avant. Donc là, je vous donne quelques tips en fait. Hein, comment je fais moi pour prendre contact avec des prospects. Donc, il faut savoir, bon, j'ai déjà tout mon listing de prospects. On va dire que votre liste de prospects est déjà créée. Donc, vous savez vers qui vous voulez aller. Quelles sont les méthodes en fait hein, pour contacter ces prospects? Déjà, oui, il y a l'email. L'email qui reste numéro 1 en termes de communication, en termes de première prise de contact. Mais l'email, en fait, doit vraiment déboucher vers une visioconférence tout de suite après. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont de l'expérience en Asie, le contact, en fait, avec les Asiatiques est vraiment important. Ils ont besoin de créer ce lien entre vous, entre la marque. C'est vraiment important. Donc, les visioconférences, aujourd'hui, beaucoup de marques en fait passent par la visio et il y a un lien qui s'instaure au fur et à mesure et grâce à ça, on va pouvoir commercialiser, enfin collaborer avec ses prospects. Ou bien, en effet, aujourd'hui, on ne peut plus se déplacer à l'international. Donc, on peut passer par des intermédiaires, hein, des contacts qui sont directement sur place, qui peuvent aller présenter nos produits chez ses prospects. Donc, moi, la première, hein, qui ne peut plus me déplacer, pour certains pays où j'ai beaucoup de prospection à faire, je me fais accompagner d'interlocuteurs locaux et on travaille ensemble la présentation des produits. Je peux être là pendant la visioconférence pour présenter les produits, mais il y a ce contact-là qui est sur place et qui peut répondre à toutes les questions du prospect. Lorsque vous êtes rentré en contact avec vos prospects que vous n'avez pas encore signés, il est vraiment important de les rassurer. Aujourd'hui, ils se posent beaucoup de questions en fait sur nos activités, sur les activités en France, parce qu'ils entendent parler de confinement, de crise économique, de problèmes dans les livraisons. Ils voient des structures se fermer.
Donc, il est vraiment important de rassurer ses prospects sur l'évolution de votre activité. Là, on est en train de lancer la prochaine collection, l'hiver 21. Aujourd'hui, tous les prospects doivent être informés du lancement des dates de lancement de votre prochaine collection, de la présentation de vos prochaines collections dans leur pays. On doit les tenir en éveil. Aujourd'hui, la plupart des sociétés créent des newsletters B2B adaptés à chaque pays, justement pour tenir informés ces prospects B2B, ces acheteurs B2B sur l'évolution de la marque. Si vous ouvrez un pop-up en Europe, eh bien, on va les tenir informés. Si vous avez une présence dans les magazines, on va les informer. On va essayer de les tenir informés sur toute l'évolution de la société. On va organiser des visios. Alors, moi, j'ai expérimenté. J'ai des marques qui aujourd'hui sont présentes sur des e-showrooms. Nous pensions au premier semestre que ces e-showrooms allaient suffire en fait pour vendre et pour rentrer des prospects. Et finalement, on se rend compte que les prospects, ils ont besoin d'être assurés et ils ont besoin de voir votre showroom. Donc, eh bien, aujourd'hui, quand votre prospect est chaud, on va organiser une visio de notre showroom et on va prendre le temps de leur présenter tous nos produits. On va suivre l'activité de nos prospects sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Insta, sur Weibo. On va s'adapter en fait. S'ils sont sur WeChat, on va créer un compte WeChat et on va suivre notre prospect et on va surtout commenter régulièrement leurs posts. Et en fonction de leur activité, on va leur envoyer un mail, on va leur envoyer un WhatsApp, un WeChat pour les féliciter des actions qu'ils ont mis en place. En Asie, il faut vraiment valoriser vos prospects, valoriser vos acheteurs. Donc, dès qu'il y a des événements, dès que vous voyez des actions auprès de ces acheteurs prospects, il faut aller les féliciter. Plus vous allez plus vous allez créer ce lien avec eux, plus vous allez avoir la chance de collaborer avec eux. Et participer à des événements. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples d'événements que j'ai organisés sur place, enfin, dans les pays, grâce à mes partenaires locaux. Est-ce qu'il y a des questions? Surtout, n'hésitez pas à prendre la parole et à intervenir, à rebondir sur ce que l'on dit ou à partager vous aussi votre expérience, à nous dire comment vous faites pour continuer à maintenir le lien avec vos partenaires asiatiques. Oui, parce que je suis preneuse aussi de vos expériences et de répondre justement à vos questions. Bien sûr. Et puis les expériences de certains peuvent aussi servir aux autres. Donc, ce retour d'expérience, ces témoignages que l'on fait habituellement en présentiel sont très précieux. Donc, n'hésitez pas à intervenir et puis à partager avec les autres participants. Merci. Oui, n'hésitez pas. Donc là, c'est juste des exemples d'actions qu'on a mis en place sur le deuxième semestre 2020. Ce sont des exemples. En fait, la marque ADN Paris, qui n'était pas du tout présente sur le marché chinois, on l'a fait participer en fait à un événement, c'est le China Textile Innovation, en juillet 2020, où elle a présenté sa marque auprès d'une centaine d'acheteurs potentiels. Donc voilà, donc elle ne pouvait pas se déplacer, donc on a organisé une présentation de la marque en visio. Donc Léa, là c'est un enregistrement, donc Léa s'est enregistrée pendant 20 minutes et elle a présenté sa marque. Donc suite à ça, on a pu lancer, donc on a vu qu'il y avait une appétence de la marque sur le marché chinois. On a lancé le compte WeChat Pro et là il y a toute une démarche qui est en train de se mettre en place en termes de communication pour faire connaître la marque en Chine. Un autre événement, donc ça c'est pour une marque de tapis de yoga. Excuse-moi Christelle, je vous coupe. Quel est le coût à peu près pour s'inscrire à un salon virtuel comme ça et se présenter virtuellement à des acheteurs? Est-ce que vous pouvez donner une idée du coût que ça représente? Oui, alors pour cet événement, je passe par un partenaire qui est reconnu par le gouvernement chinois et cette manifestation en fait était gratuite pour la marque. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'était exceptionnel, c'est pas tout le temps pareil. Mais là, c'était, c'est ce partenaire qui a proposé à plusieurs marques françaises de se présenter. Le gouvernement a sélectionné ADN Paris et ADN Paris a pu se présenter auprès d'une centaine d'acheteurs gratuitement. Le CIF Shanghai, donc, qui est le Maison et Objets à Paris,
donc qui a eu lieu en septembre 2020. Hein, il y a eu plus de 100 000 visiteurs. Donc là, pareil, j'ai accompagné une marque avec un partenaire local. Donc, une marque a pu présenter ses produits. Donc là, en termes de coût, ça lui est revenu à 2 000 € la manifestation. Donc, 2 000 € pour l'implantation, pour le stand, pour avoir une vendeuse dédiée pour la marque et également tout ce qui était communication. Parce qu'il faut savoir que cette marque-là, après, a eu pas mal de retombées dans la presse, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir un premier pas en Chine. Et elle, aujourd'hui, comment elle continue son développement? Elle est présente dans plusieurs showrooms, dans plusieurs villes chinoises. Donc, des showrooms multimarques qui présentent cette marque et d'autres marques françaises. Une autre action que j'ai mise en place, donc là, c'est via Business France que vous devez tous connaître. Donc, on a organisé un showroom à Tokyo avec la marque Marie Martens. Donc, la représentation a eu lieu en octobre 2020. Donc, pour ça, j'ai accompagné en fait un Business France. Donc, on a fait plusieurs réunions où j'ai présenté la marque, où on a validé ensemble les prospects qui allaient venir visiter ce showroom. Donc, suite à ce showroom, il y a eu une vingtaine d'acheteurs potentiels qui sont venus et on a eu 5 clients intéressés. Et ce matin, j'ai rencontré par visio, un premier prospect japonais et on a développé en fait sur le développement de cette marque en Asie et on est en train de parler d'un pop-up chez Mitsukoshi au mois de février. Juste pour votre information, pour ce visio, donc ces Japonais-là ne parlent pas anglais, ne parlent pas français. Donc, on a fait appel à un traducteur local, un traducteur japonais qui habite à Tokyo. Donc, ce traducteur-là était là et nous accompagnait pendant cette visio pour traduire notre conversation. Donc, on essaye de s'adapter en fait et de mettre en place des nouvelles techniques pour garder le lien en fait avec ces prospects asiatiques. Et là, un autre exemple, donc c'est pour une marque premium enfant que j'accompagne. Donc, j'ai trouvé un distributeur en fait en janvier 2020. Et là, voilà, on a ouvert notre premier. Non, il y en a 4 au total, mais ça c'est un exemple de corner, parce que là c'est un corner à la saison, à l'année en fait. Donc, on a ouvert notre premier corner en novembre 2020 cette année. Et les résultats sont plutôt bons parce qu'il y a pas mal de trafic dans les grands magasins. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense pas de questions tombées, donc on va continuer, Christelle, avec la troisième partie, donc sur les moyens de communication indispensables pour rester en contact avec ces acheteurs asiatiques. Oui. Donc là, je vais un petit peu me répéter, en fait, on va dire. Mais aujourd'hui, il faut vraiment communiquer. La communication va être primordiale pour garder le contact avec ses prospects et avec ses acheteurs. En fonction du pays, on va adapter sa communication. D'accord ? Avec certains acheteurs, je vais utiliser WhatsApp parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser WhatsApp. Avec d'autres acheteurs, ça va être WeChat. Donc, WeChat, c'est pour la Chine. Donc, depuis auparavant, donc avant le confinement, je n'avais pas de compte WeChat. Dès qu'il y a eu le confinement, je me suis créé un compte WeChat pour garder le contact avec tous mes prospects chinois ou bien mes acheteurs chinois. WhatsApp, pourquoi? Parce que c'est facile. WhatsApp ou WeChat, c'est facile. Dès que j'ai une information sur une marque que j'accompagne, je leur envoie immédiatement des informations. Là, il y a plusieurs pop-up qui sont en cours en France. Eh bien, dès que j'ai les photos, toc, j'envoie le lien. Il y a un lien qui s'installe et il y a un intérêt qui s'installe auprès des prospects et les acheteurs auprès des prospects et des acheteurs. Après les visios, donc c'est pareil, je m'adapte en fait. Les outils de communication ne sont pas les mêmes en fonction des pays. La plupart des pays vont utiliser Zoom. Par contre, en Chine, si vous utilisez Zoom, ça ne va pas passer, sauf s'ils ont le VPN. Donc, on va plutôt privilégier Teams.
Pour les newsletters, c'est ce que je vous avais dit auparavant. Là, on a vraiment mis en place des outils de communication, des newsletters adaptés à chaque pays. Donc, on va se focaliser, on va faire des sélections de produits en fonction des pays. Et on va leur envoyer cette newsletter généralement tous les 15 jours. Donc, dans cette newsletter, on redonne des informations sur le lancement de la prochaine collection. Si on envoie cette newsletter à des acheteurs existants, on va leur préciser les dates de livraison. On les rassure. Nos produits sont bien fabriqués et ils vont être livrés en temps et en heure. On va les informer sur le lancement des nouvelles collections avec l'évolution et on va également les informer sur tous les événements qui peuvent se passer au sein de notre société. Donc, événements, ça va être, je vous le disais, ça va être un pop-up, ça va être un magazine, ça va être une nouvelle personne qui intègre notre société, ça va être un développement chez un nouveau client qui n'est pas forcément en Asie, mais on va les tenir informés. Les emails aussi, c'est important. Alors, je sais, ils reçoivent énormément d'emails. Vos emails peuvent être dans les spams, ils peuvent arriver dans les spams. Mais si vous n'avez pas de WhatsApp, si vous n'avez pas de WeChat, si vous ne les voyez pas par visio, si vous ne les voyez pas par newsletter, il y a des prospects, il y a des acheteurs qui aiment recevoir des emails avec des informations. L'autre point important, c'est le téléphone. Alors, bien entendu, il y a un décalage horaire. C'est pour ça que ce matin, j'étais tôt avec des Japonais parce que pour eux, c'était la fin de la journée. Mais ils aiment bien le contact par téléphone. Donc, prendre le temps de les appeler le matin, il est 8h30. J'appelle quelques prospects, j'appelle quelques acheteurs pour savoir comment ils vont. Et après, entretenir le lien avec les contacts locaux. Vous avez une problématique à résoudre avec un acheteur, avec un de vos acheteurs, eh bien, on va les mettre en contact avec un contact local qui va pouvoir résoudre le problème sur place. C'est vraiment important de s'entourer en fait de contacts locaux pour développer votre présence dans ces pays-là. Ces contacts locaux, Christelle, on les trouve comment et quel est leur profil? Sont des agences, sont des freelances? Quel profil ils ont et comment on les trouve? Alors, ces contacts locaux, soit ça peut être des partenaires, mais ce sont des distributeurs avec qui vous êtes en contact en direct, soit ça va être plutôt, moi je travaille beaucoup avec des partenaires locaux qui sont des consultants qui travaillent, qui accompagnent déjà des marques de mode, de beauté, d'accessoires dans le développement à l'international. Donc des homologues à vous en fait, mais sur place. Des homologues à moi ou bien après des connaissances que je me suis créées au fur et à mesure qui vont pouvoir m'accompagner, soit des contacts que vous avez rencontrés, vous avez fait un voyage à un moment donné, vous avez rencontré une personne et cette personne-là va pouvoir vous aider justement à résoudre les problématiques que vous rencontrez dans le pays. Donc, ça peut être aussi bien des homologues, ça peut être aussi Business France, ça peut être les chambres de commerce franco-pays, ça peut être les ambassades, ça peut être BCI aussi qui peut vous trouver des solutions pour vous accompagner dans des problématiques que vous rencontrez dans les pays. Tout à fait. En fait, BCI, alors pour ceux qui ne connaissent pas le réseau de prestataires agréés de BCI, on a un réseau de plus de 200 partenaires basés partout dans le monde. Et ces prestataires sont agréés, doivent répondre à une charte bien particulière qu'on leur impose pour pouvoir faire partie du réseau. Et effectivement, on s'appuie sur ces prestataires agréés à l'étranger pour vous accompagner et vous aider dans votre développement commercial. Donc là encore, si vous avez le moindre besoin, la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers Catel qui vous guidera dans vos études et dans vos projets. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces moyens et ces outils de communication? Donc, on complétera la présentation, on précisera, Christelle, peut-être oui. que WhatsApp, c'est partout sauf la Chine, que idem pour Zoom et Teams, on complémentera de notes et de ce que Christelle vient de vous dire. On va passer à l'autre partie sur les moyens de prise d'ordre à distance. Oui.
si ça veut bien. Alors, je suis vraiment désolée, hein, c'est la première fois que ça me fait ça. Donc, depuis mars 2020, comme vous l'avez vu, hein, la commercialisation avec les pays asiatiques a été vraiment chamboulée parce que les acheteurs ne se déplacent plus. Les acheteurs asiatiques, ils ont l'habitude de venir en Europe faire leurs achats. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne peuvent plus se déplacer. Nous, en tant que société, on ne peut plus se déplacer dans les pays pour leur présenter nos produits, pour garder le lien. Et les salons en Europe sont annulés. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, ils continuent à exister en Asie. Et les acheteurs B2B continuent à vouloir vendre de nouvelles marques dans leur point de vente. Donc aujourd'hui, quels sont les outils qui ont été mis en place pour continuer à vendre malgré ce contexte? Donc là, je vais vous donner plusieurs exemples d'outils qu'on utilise pour maintenir les ventes de nos produits auprès de ces acheteurs. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, donc, les salons en France, les salons en Europe, en fait, on va dire, sont annulés, mais les acheteurs potentiels ont besoin de voir vos produits. Donc, il y a plusieurs solutions. Donc, déjà, c'est se tenir informé sur tous les événements qui peuvent avoir lieu dans chaque pays. Donc, je suis énormément en contact avec les fédérations. Les fédérations peuvent vous donner des informations sur les événements qui sont prévus sur 2021. Il y a plusieurs actions qui sont prévues à Tokyo, qui sont prévues à Séoul, qui sont prévues à Shanghai, qui sont prévues à Hong Kong également. Donc, se tenir informé des différents événements qui sont sur place et essayer, si vous avez la possibilité, d'envoyer vos produits et de les faire présenter via des interlocuteurs locaux. Aujourd'hui, je pense que vous le savez tous, mais il y a le chèque relance export qui vous permet justement de développer votre activité commerciale à moindre coût. Donc, je pense que aussi BCI, oui, vous leur avez donné… J'allais rebondir là-dessus. Merci d'en parler. Donc, oui, on est point d'entrée en fait pour vous aider à effectuer toutes les démarches pour demander ce chèque relance export. On est en mesure de vous donner toutes les informations pour déposer vos dossiers et puis vous guider encore une fois sur ces aides. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne aide pour les marques. Je sais qu'il y a plusieurs sociétés qui vont utiliser ce chèque relance export justement pour faire de la prospection sur place. Donc, renseignez-vous, mais c'est vraiment très intéressant. Ensuite, la plupart des clients que j'accompagne aujourd'hui ont une plateforme digitale B2B. Pourquoi une plateforme digitale B2B? Parce que ça vous permet d'avoir une belle représentation de vos produits sur une plateforme. Alors, vous avez votre site internet marchand B2C et il est vraiment aujourd'hui important d'avoir une plateforme digitale B2B qui va remplacer ce contact physique en showroom. Votre client, votre prospect va rentrer dans votre showroom digital et va découvrir votre histoire parce que sur ce showroom digital, vous racontez votre histoire, vous allez mettre des vidéos pour bien présenter vos produits, vous allez faire des fiches produits, vous allez mettre des photos de chacun de vos produits pour que l'acheteur se sente comme dans votre showroom en fait, qu'il ait un maximum d'informations sur vos produits. Ça va faciliter aussi la prise d'ordre parce que sur la plateforme digitale, le client passe directement sa commande et une fois qu'il a passé sa commande, il reçoit une confirmation de commande. Donc, ça fait, il a toutes les informations. Là, je vous ai mis quelques exemples de plateformes B2B avec que j'ai utilisées, comme le New Black, je ne sais pas si vous connaissez, Jour ou bien Playology. Je ne sais pas si vous connaissez ces plateformes. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà familiers de ces plateformes B2B? Vous travaillez déjà avec ces plateformes?
Comment on s'y inscrit et comment on la trouve, la liste de ces plateformes? Il y a un coût d'accès, j'imagine, un coût de… Oui, alors c'est pour ça il y a une présentation derrière en fait de ces 3 plateformes. Alors, on va y passer maintenant. Eh bien, justement, ce sera une information que je vais rajouter. Je vais vous donner les contacts des différentes personnes. Si vous êtes en contact, si vous êtes intéressé par la plateforme B2B, je vous donnerai les contacts en fait que vous pourrez contacter de ma part pour échanger en fait sur leurs différentes propositions. Donc là, j'avais fait une analyse en fait des différentes plateformes pour savoir quelle serait la plus avantageuse, quel serait le coût en fait, parce qu'en effet, Karen, il y a un coût mensuel pour être présent sur ces plateformes. Donc là, par exemple, le New Black, qui est la référence en fait, on va dire, sur la France, existant depuis 2009, qui représente plus de 200 marques. Le point important avec le New Black, c'est que vous avez la possibilité soit d'avoir un showroom multimarque, soit d'avoir un showroom monomarque. Donc, en fonction de votre stratégie, soit vous préférez, peu importe pour vous, un showroom multimarque, peu importe, vous pouvez être présent sur ce showroom multimarque, ou bien votre marque est plutôt premium, est plutôt haut de gamme, et vous préférez qu'elle garde en fait son entité, qu'elle garde son histoire, et bien là, vous pouvez créer un showroom monomarque. Donc, en fait, votre client ou bien votre prospect va rentrer dans votre showroom digital au nom de votre marque sans se rendre compte que votre marque est chez le New Black. C'est la particularité du New Black qui est intéressante. Et après, je vous laisserai regarder, il est possible, on pourra échanger juste après sur ces différentes plateformes. Je vous ai mis les coûts. Pour le New Black, c'est 280 € par mois. Pour jour, qui est plus élevé, c'est 700 € par mois. Pourquoi? Comment? La différence de coût est énorme entre jour et le New Black. Oui, la différence est énorme. Pourquoi? Parce qu'ils ont des bureaux, on va dire, sur chaque continent, que n'a pas le New Black. Donc, jour, par exemple, si vous voulez vous implanter en Asie, ils ont des bureaux en Asie qui vont pouvoir répondre aux problématiques des acheteurs B2B 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, ces plateformes B2B, Lucie pose la question, elles sont spécialisées par type de produit ou elles sont multi-produits? Elles peuvent être multi-produits. Le New Black, par exemple, on n'est que dans le textile ou est-ce que… Le New Black, vous allez retrouver des produits comme la mode, les accessoires de mode, tout ce qui est textile, tout ce qui va être accessoires de mode, cosmétiques, et ils sont en train d'évoluer vers d'autres produits. Et Jour et Playologie? Jour est plus multi-produit en fait, alors que Playologie va être plus textile et accessoires de mode. Alors ça, on va le repréciser sur la… Ça, je vais le préciser, oui, ça, je ne l'ai pas précisé. Je vais le repréciser. Catel demande quelles sont les plateformes les plus connues en Asie. Ce sont les plus connues, aujourd'hui, je vais vous dire, c'est Jour qui est la plus connue. Qui est la référence, en fait. Il y a beaucoup de marques asiatiques qui sont référencées sur Jour. Ok. Le retour sur investissement par rapport au coût mensuel que ça représente. Si on s'inscrit sur une plateforme B2B, on est assuré d'avoir des ventes. Par expérience aux clients que vous connaissez être représentés sur ces plateformes B2B, est-ce que le retour sur investissement est positif? Alors, les plateformes B2B, c'est intéressant, comme je vous disais, parce que ça vous professionnalise, que vous avez un showroom professionnel. D'accord? Vous n'envoyez pas des documents sous format PDF avec des fichiers Excel, donc ça vous professionnalise. Après, ça ne vous garantit pas de rentrer des prospects. Ce qui va faciliter, en fait, moi, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que les plateformes B2B me permettent d'avoir un contact plus professionnel avec mes acheteurs potentiels, avec mes prospects. Mais en étant sur des plateformes B2B, la prospection reste primordiale. Donc, il faut que vous fassiez une prospection,
que vous ameniez vos prospects sur ces plateformes-là, que vous organisiez cette visio pour échanger. En fait, moi, c'est mon lien de communication. Hein, je les fais rentrer dans le showroom digital et je leur présente les différents produits sur ce showroom digital. C'est un support de vente, en fait, on va dire. C'est une vitrine. C'est une vitrine, c'est un outil commercial pour faciliter les ventes, vu qu'il n'y a plus de déplacement possible en France. Catel pose une question. C'est vrai que est-ce que dans le coût mensuel, les traductions sont comprises? Est-ce que la mise en forme et la traduction des éléments que l'on transmet est comprise dans le coût de l'abonnement? Alors oui, tout à fait. Chez Jour et chez le New Black, c'est inclus. Par contre, Playology, non. Playology, non, il faut faire votre propre traduction. Est-ce qu'il y a d'autres questions en rapport à ces plateformes? N'hésitez pas, hein, vraiment, même je peux, encore une fois, activer vos micros, c'est plus facile que d'écrire vos questions. N'hésitez vraiment pas à lever la main, à me demander pour que j'active et que je vous donne la parole. Je reviens en arrière ou je passe au slide suivant? Donc après, bien entendu, les outils, les visios dont je vous ai parlé, avec prévoir un interprète ou non. Et encore, parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs, en fait, beaucoup. Il y a encore quelques acheteurs qui sont réfractaires au digital. Donc, bien prévoir tout ce qui est compagnie profile, lookbook, book de vente et bon de commande sous format Excel. Parce qu'il y a encore des acheteurs qui veulent recevoir le lookbook, qui veulent recevoir le book de vente et qui veulent passer leur commande sous format Excel. De moins en moins, mais il y en a encore. Alors, on passe à l'avant-dernière partie, donc sur les conseils d'implantation en Asie. Alors, il y a une question qui tombe. Alors, Catel demande quel est le meilleur Incoterm pour vendre en Asie, plutôt Xworks ou DDP? Alors, ou un autre? Je du Xworks et que ce soit votre acheteur qui gère en fait tout ce qui est frais de transport. Et assurance pour le coup. Et assurance, oui, bien sûr. Pendant le transport. Oui. Je suis très peu pour le DDP. Ouais, généralement pour l'Asie, de toute façon, c'est vrai que c'est plutôt le Xworks qui est pratiqué. Alors, généralement, c'est le Xworks. Et en condition de paiement, ce que je vous recommande aussi, c'est 30% à la confirmation de commande. Donc, vous recevez votre commande, vous recevez 30% à la confirmation de commande. Et après, mais les Asiatiques, ils ont l'habitude, c'est 70% avant livraison. Voilà ce qui est recommandé. Merci. Alors, les conseils. Oui, alors les conseils. Donc, il faut bien choisir un réseau bien adapté aux produits. Faire attention parce qu'il y a énormément de distributeurs, il y a énormément d'importateurs, de clients. Il faut bien cibler en fait vers qui vous voulez aller vendre. C'est pour ça que les premières étapes que je vous ai citées au tout début, le diagnostic, l'étude de marché sont primordiales. On va choisir son réseau en fonction de son produit. Si vous avez un distributeur qui vous contacte et qui est plutôt bas de gamme mais qui souhaite vendre votre marque, vous allez avoir très peu de chances de réussir votre implantation sur le pays. Si vous avez un point important sur la Chine, ne pas donner l'exclusivité. On ne donne pas l'exclusivité à un partenaire. On va d'abord travailler, implanter la marque sur une ville, après sur une autre ville et ensuite sur une autre ville. Bien attention de ne pas donner l'exclusivité, mais en général pour l'ensemble des pays asiatiques. D'accord? Donc, choisir un réseau bien adapté aux produits. Regardez où est implantée la concurrence directe et indirecte. Ça, c'est important. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je fais de la veille régulièrement. C'est pour voir où est ma concurrence directe et indirecte pour pas me différencier et pour bien suivre ce qu'ils font. Parce que si eux fonctionnent de cette manière-là, vous avez des chances pour réussir de la même manière. Les liens personnels, ça c'est vraiment… Aujourd'hui, moi j'ai un réseau, on va dire, établi sur l'Asie. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien personnel qui s'est installé
avec l'ensemble des partenaires avec qui je suis en contact. Donc, partager votre vie privée avec les Asiatiques est important. Ils ont besoin de sentir ce lien en fait personnel et professionnel. Ils ont besoin de vous sentir, vous avez besoin également de leur poser des questions sur leur propre vie parce qu'ils aiment bien échanger, ils aiment bien partager leurs activités avec vous, ils aiment bien échanger sur ce qu'ils apprécient et vous, il faut faire de même. Plus vous allez vous confier en fait avec ce partenaire, plus le lien va s'installer et plus la collaboration va durer sur le long terme. Attention aussi parce que des fois, quand on est, ça m'est arrivé plusieurs fois hein, au Japon, on commence à travailler avec un partenaire, on ne lui a pas donné l'exclusivité et il y a un autre partenaire qui veut travailler avec nous. Il faut bien informer les différents partenaires en fait. Hein. Si vous souhaitez travailler avec plusieurs partenaires dans un pays, il faut bien être, il faut être prudent et bien informé sur l'ensemble de votre activité dans le pays. Le partenaire avec qui vous travaillez initialement ne sera pas compte en fait si vous travaillez avec un autre partenaire, seulement si vous l'informez de cette relation. Et puis après, loyauté, fidélité sont les valeurs incontournables en Asie. Le respect et la transparence, c'est être transparent. Quand on parle de prix, il faut être transparent sur le prix. Quand on parle de conditions de vente, il faut être transparent. C'est être transparent en Asie est vraiment important. Sur certains pays comme la Chine, de toute façon, il est indispensable d'avoir plusieurs partenaires parce que le pays, c'est un pays continent. Il est bien évident qu'un partenaire ne peut pas couvrir tout le territoire. En revanche, le Japon, c'est plus petit. Sur le Japon, on peut certainement se permettre d'avoir un seul partenaire, non? Ils ont vraiment des réseaux différents et complémentaires qui nécessitent d'en avoir plusieurs. Alors, ça dépend des marques, ça dépend de votre positionnement, ça dépend comment vous voulez vous implanter. Mais exemple, vous souhaitez travailler avec des détaillants et vous souhaitez travailler avec des grands magasins. Parfois, ça existe. Hein. Il y a des marques qui vont travailler avec un partenaire qui va développer la marque chez les détaillants et vous allez travailler avec un autre partenaire pour les grands magasins. Ça dépend vraiment de votre stratégie commerciale. Et en Asie, vous pouvez également avoir un partenaire sur le Japon du Nord et un partenaire sur le Japon du Sud. Ça dépend du produit, ça dépend du développement en fait, que vous allez faire dans ce pays-là. D'accord. Alors, je vais laisser la parole à Catel, donc chargée d'affaires BCI, qui a plusieurs questions. Plutôt que d'évoquer ces questions à sa place, je vais lui laisser la parole, ce sera plus simple. Catel, ton micro est activé. D'accord, merci, bonjour à tous. Bonjour. Je suis un peu en train de bombarder Karen avec mes questions. Le plus simple et ça rend plus dynamique et plus convivial aussi le webinaire. Donc, je te laisse la parole pour que tu poses en direct live tes questions. Alors, la première question qui peut se poser, c'est est-ce que les acheteurs aujourd'hui sont plus longs dans leur processus pour prendre des décisions et passer des commandes déjà? Est-ce que est-ce que vous observez en fait un changement au niveau de leur activité ou pas? Oui, ça va prendre plus de temps, forcément, hein, parce que si on ne travaille qu'à distance, on voit que le temps de décision va être plus lent parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'échanges qu'auparavant. Avant, on se déplaçait, on les recevait sur les salons, c'était plus direct. C'est pour ça que je favorise les visios parce qu'en visio, on arrive à avancer plus vite que si on passe seulement par email. Mais oui, en effet, ça va être plus long. L'idéal, en fait, c'est d'envoyer ces produits aux prospects pour qu'ils prennent sa décision plus rapidement. La question aussi, c'est est-ce que du coup, est-ce qu'il est important en fait de constituer un stock sur place pour que du coup les acheteurs qui manifestent un intérêt puissent l'avoir rapidement, voir rapidement le produit? Alors, un stock sur place, c'est délicat hein, parce qu'en fonction de la marque, avoir un stock dormant dans un pays qui peut ne pas se vendre peut être problématique. Aujourd'hui, en Chine, comment je travaille? Oui, on va envoyer un stock de 30-40 pièces. Ça va être un stock qui sera présent dans le pays et qui pourra être commercialisé très facilement parce qu'il sera sur place. Au Japon,
en fonction de votre implantation, si vous trouvez un partenaire local qui peut vous stocker votre marchandise, oui, c'est préférable. Mais en fait, je recommande prévoir un stock, oui, seulement si vous êtes sûr qu'il y a du business derrière. D'accord? On va envoyer une collection, on va avoir un premier avis sur une envie ou non de travailler avec notre marque dans ce pays-là. Une fois qu'on a plusieurs pistes de développement, oui, il faut envoyer un stock, mais pas avant. D'accord. Question également, on peut se poser la question de les salons pro qui étaient un peu le mode de prospection habituel jusqu'à présent, en tout cas avant Covid. Là, on innove, on essaie de trouver des solutions intermédiaires, mais dans quelle mesure les Asiatiques se sont habitués à toutes ces nouvelles façons de faire et reviendront au salon pro ou pas, en fait? Parce qu'aujourd'hui, oui, alors leur objectif, c'est de revenir. Hein. D'accord, ils sont toujours, effectivement, ils sont toujours attachés aussi, comme nous, on peut l'être finalement. C'est important pour nous d'avoir ce contact direct avec les acheteurs. D'accord, eux, c'est pareil, de côté asiatique. Eux, en fait, la première chose qu'ils attendent, hein, je suis en contact avec plusieurs, ils espèrent tous pouvoir venir en mars en Europe. Donc, je ne sais pas s'ils auront le droit. Mais oui, en tous les cas, il y a vraiment un intérêt pour les acheteurs asiatiques de revenir en Europe. D'accord. Est-ce qu'il y a Et justement… ils nous attendent. D'accord. Là, on parlait des showrooms, en fait, des showrooms voilà, disponibles virtuellement, etc. Est-ce qu'il y a aussi des salons pro en France par secteur, là, les secteurs qui sont représentés par les entreprises aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des salons, en fait, côté français qui peuvent être parlants aussi pour les Asiatiques et sur lesquels il pourrait être intéressant de regarder l'offre, voir quelle est l'offre proposée sur ces salons français qui peuvent attirer les acheteurs étrangers? Alors, pour être franche avec vous, en fait, hein, il y a eu des essais hein, cette année, enfin pour la dernière saison, de showrooms digitaux, de salons digitaux. Le retour que j'ai, c'est que ça n'a pas forcément donné des nouvelles commandes avec des nouveaux clients. Je sais que là, les salons sont en train de retravailler ces salons digitaux. Là, je ne sais. En fait, les retours que j'ai eus sur ces premiers tests ne sont pas positifs. Ouais, donc, je préférerais peut-être pour une marque, en fait, pour une marque, ce serait peut-être préférable aujourd'hui d'envoyer ces produits dans les pays ciblés plutôt que de mettre de l'argent sur un salon français digitalisé. D'accord, donc les salons premières, etc., ce n'est pas forcément encore tout à fait au point selon vous? Pour moi, ce n'est pas encore au point. Alors après, il faut voir comment ça va évoluer. Hein. Mais les premiers retours des acheteurs que j'ai, ce n'est pas vers ça qu'en fait, ils ont besoin d'avoir le contact direct avec la marque. C'est ce que je ressens, moi, de mon expérience. Donc, toutes les opérations acheteurs telles qu'on les fait à BCI, où on est vraiment en relation directe, l'entreprise bretonne avec l'acheteur, c'est ça qui marche. Et, Ouais. et le coût est moindre en plus. Il faut en fait, mettre l'accent sur ce nouveau modèle. C'est plus producteur en fait, parce que c'est l'acheteur potentiel avec votre marque. Donc, il y a un lien direct. Quand on est sur un showroom digital, un salon digital, il y a plein de marques, il y a plein de oui, la concurrence est plus… La concurrence, et puis l'acheteur ne sait pas vers qui aller, en fait. C'est compliqué pour lui. Une question aussi que sur d'autres zones, on a pu évoquer, c'est la fidélité, on va dire, de ces nouveaux comptes, de ces nouveaux prospects aux marques qui peuvent effectivement intégrer. Est-ce que c'est… voilà, j'intègre une marque, l'idée c'est de la garder, on va dire, d'établir un partenariat avec la marque, ou est-ce que dans les modes de consommation et de vente, etc., est-ce que c'est voilà, proposer la nouveauté, donc on teste une marque, si ça fonctionne, on verra, etc., mais plus de volatilité et moins de fidélité finalement dans le partenariat entre les marques et les acheteurs sur place? Alors moi, je le sens moins cette saison. Pourquoi? Alors, je le sentais plus avant sur les salons physiques. Le prospect venait, il achetait et il ne repassait pas forcément commande. Aujourd'hui, un prospect qui va passer commande, c'est ce que je ressens, hein, un prospect qui va passer commande chez une nouvelle marque,
il a bien réfléchi en fait. Et avant de passer la commande, il a étudié la marque, il y a eu plusieurs échanges, il passe sa commande et pour lui, c'est plutôt de travailler sur du long terme et pas du court terme. Sinon, il n'investirait pas. Aujourd'hui, je pense que les acheteurs potentiels vont vraiment investir sur des marques qu'ils sont quasiment sûrs de revendre dans leur pays. D'accord. Donc, c'est du travail. Là, ils recherchent plutôt, vu tous les échanges que j'ai, c'est plutôt des échanges sur du long terme et non sur du court terme. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux activer les micros, hein, ce sera peut-être plus simple pour que tout le monde puisse interagir. Peut-être pour une question là, parce qu'on a pas forcément que des grosses boîtes en Bretagne. Quelqu'un a posé la question combien de temps, quel est le budget? Enfin voilà, pour avoir une idée, est-ce que ça vaut le coup pour moi d'investir en Asie, de se représenter? Est-ce que du coup vous pourriez donner un ordre de grandeur de voilà, si on souhaite se lancer, quel budget moyen prévoir par rapport à toutes les actions qu'on doit mener en termes de com, en termes de prospection, échantillonnage, etc. Et quel est, on va dire, en termes de timing, de planning, avant qu'on puisse concrétiser, et, du coup, le délai moyen avant de pouvoir concrétiser entre le moment où on commence à poser ses pions, on va dire, en Asie, et le moment où on peut espérer percevoir des commandes. Est-ce qu'il y a des ordres de grandeur en termes de planning et de budget? Alors, en termes de planning, alors en fonction des produits que vous vendez, il y a des saisons qui vont être plus propices que d'autres déjà. En fonction, si vous êtes en Asie du Sud, bien entendu, on va privilégier les saisons été. Si on va en Asie du Nord, on va privilégier l'hiver et l'été vont pouvoir être vendus. Mais avant toute chose, en fait, si aujourd'hui vous n'êtes pas présent en Asie, quoi faire? C'est les étapes que je disais. Déjà, il faut faire un diagnostic. Il faut que vous soyez prêt à partir en Asie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, un exemple, les Japonais, quand ils signent avec un partenaire européen, ils veulent que vous puissiez livrer en temps et en heure, que la qualité de vos produits soit irréprochable, que vous ayez le packaging adéquat pour votre produit, que vous ayez le bon prix. Donc, tout ça, ça se prépare. Donc, la première étape, c'est se préparer pour aller en Asie. Après, la deuxième étape, comme je disais, c'est de cibler ses clients potentiels, ses acheteurs potentiels. Donc, ça peut prendre du temps. Si aujourd'hui, vous avez une base de zéro prospect, bien forcément, ça va prendre du temps de bien identifier vos prospects. Moi, je dis qu'aujourd'hui, une marque qui n'est pas présente en Asie, mais qui souhaite être présente en Asie, qui va mettre en place des démarches pour s'implanter en Asie, elle peut avoir des premières commandes 1 an plus tard. Ça va mettre généralement 1 an avant que tout se mette en place. Donc, je parle du diagnostic, de l'étude de marché, du dépôt de marque, bien entendu. Je reviens sur ce point, mais qui est important. Le choix de l'implantation et après la création du listing et la prise de contact. La prise de contact, on prend contact et généralement, c'est au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, on va commencer à parler de collaboration commerciale et comme on est souvent en saison, on va plutôt signer la saison d'après. Moi, généralement, les prospections que j'ai lancées, c'était l'année dernière en septembre et j'ai réussi à signer seulement 1 an plus tard. En termes de budget, les budgets vont être différents en fonction si vous allez en Corée, au Japon, à Hong Kong qu'en Chine. En Chine, je disais que la communication était importante. Et la communication, aujourd'hui, on parle d'un budget minimum sur la Chine de 30 000 euros. Mais c'est vraiment le minimum. On est plus aux alentours des 50 000 euros pour implanter une marque sur le marché chinois, pour une marque qui n'est pas du tout implantée. Pour les autres pays, c'est différent parce qu'on est un peu sur le… Donc, bien entendu, il va y avoir une mission de prospection, il va y avoir des déplacements si possible. Aujourd'hui, il n'y a plus de déplacements. Donc, les salons, je vous disais, le CIF Shanghai, c'est revenu à peu près, on va dire, aux alentours de 2 000 euros. Si le showroom que j'ai fait à Tokyo m'est revenu à 700 euros.
Donc, c'est pour vous donner des estimations. Si vous faites un salon en Asie, ça va être plus aux alentours des 2 000, 3 000 euros et il va falloir gérer le personnel sur place pour représenter votre marque. Si vous envoyez des produits dans un showroom multimarque auprès de Business France ou auprès de d'autres interlocuteurs, là, ça va vous revenir moins cher parce que vous allez payer un petit emplacement et vous allez avoir des personnes dédiées sur votre marque, mais ça va être inclus dans le tarif. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Ou alors après, vous faites appel à un interlocuteur sur place qui va faire la prospection à votre place. Ce serait peut-être intéressant, Christelle, de refaire une diapo supplémentaire avec des idées des exemples de coûts en fonction des différentes options possibles, soit showroom, soit représentation par un partenaire local. Oui. Mais avoir une petite photo à l'instant T des différents, enfin de l'enveloppe à prévoir par différentes options, que ce soit en Chine, en Corée et au Japon, peut-être, je pense que ça aidera les gens. Oui. Il nous reste quelques minutes avant la fin de ce webinaire. Les micros sont activés. N'hésitez pas à parler. Vianney, oui, allez-y, votre micro est ouvert. Oui, merci infiniment Christelle pour cette présentation à la fois concise et concrète et pragmatique, ce qui est très important. Je voudrais juste très rapidement me faire part d'une expérience sur la Chine, sur une autre marque avec laquelle j'ai travaillé. Malheureusement, pas une marque bretonne, excusez-moi. Ça passera pour cette fois. Ça passera pour cette fois, mais je ferai attention pour la prochaine coup. Et en fait, la plantation, le début de la commercialisation des produits, toujours dans le domaine médical, ça a bien été 1 an, donc je confirme. Je confirme aussi qu'il y a un point important, alors ça dépend des produits, parce que bon, le domaine médical, il y a l'homologation qui est absolument indispensable et ça peut être excessivement long et les délais, il n'y a pas de délai imparti, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend en fait du type de produit, la famille de produits dans laquelle on se situe. Donc, je dirais que ça, c'est un point important. Si je ne suis pas tout à fait dans votre domaine, un petit peu dans le domaine textile, en tout cas pour la marque bretonne que je représente. Mais il y a un point aussi que vous avez évoqué, c'est la transparence. Et c'est vrai, j'ai pu le remarquer. Avec mon expérience aussi de responsable export en tant que salarié préalablement sur l'Asie, la confiance et la transparence. Alors d'abord, la confiance ne se donne pas facilement et il faut beaucoup de temps. Et moi, j'ai pu remarquer en tout cas, à partager avec vous, Christelle, que les Chinois sont toujours assez méfiants par rapport aux Européens. Et la confiance se gagne, et elle ne se gagne pas du jour au lendemain. C'est vraiment sur le moyen terme, le long terme, en fait, avec les échanges et le fait de se voir, c'est aussi très important qu'elle se gagne. Et elle peut disparaître très vite aussi. Et donc, cette nécessité de transparence que vous avez évoquée, absolument capitale, pour la Chine en particulier, bien évidemment pour les autres pays en Asie. Voilà, pour moi. Merci beaucoup, Vianney. Il y a une question, un point qu'on n'a pas abordé en détail, c'est la perception des produits français en Asie. Alors, en textile notamment, la Corée et la Chine sont leaders. Comment sont perçues les marques françaises, le style français? Est-ce que les consommateurs vont plutôt vers des produits locaux dans leur impulsion d'achat ou est-ce que les produits étrangers sont de mode? Alors, avec la période, avec le confinement, c'est vrai qu'il y a eu un retour à la consommation de marques locales et on a vu l'apparition de nouvelles marques locales dans chaque pays que je vous ai cité, aussi bien en Corée, au Japon, en Chine, à Singapour, à Hong Kong. On a vu l'apparition de nouvelles marques. Et les locaux, c'est vrai qu'ils sont allés vers ces marques locales. Mais l'attrait aux marques françaises est toujours très important. Ils recherchent vraiment le Made in France, le produit à la française, en fait, dans toute sa splendeur, la qualité du produit français, le style du produit français, les histoires, en fait, les histoires qu'il y a derrière une marque française, ça, c'est important. Et c'est pour ça que je disais que les acheteurs, oui, sont à la recherche de nouvelles marques, mais des marques
Oui, françaises, parce qu'ils recherchent des marques françaises. Et ils recherchent des marques aussi avec une histoire. Donc, c'est pour ça de bien travailler son storytelling. Vous voulez vous implanter en Asie, travaillez bien votre storytelling qui va être important. Le savoir-faire, l'image de votre marque, tous les détails. Tous les Asiatiques vont être sensibles à votre packaging, vont être sensibles à toutes vos notes d'intention. S'il y a un mot personnalisé, si vous faites du sur-mesure, de la personnalisation, ça va être important pour le marché asiatique. D'accord. Le Made in France, oui, je confirme. Malgré, comme nous en France, je confirme que le Made in France est vraiment recherché. Et plutôt pour les classes moyennes avec un pouvoir d'achat plus élevé, je présume. On sera forcément. Oui, avec un pouvoir d'achat plus élevé, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir avant que l'on termine ce webinaire? On arrive à la fin. Il est 11h30 passé. Sauf si vous voulez échanger bien volontiers encore vos expériences. Peut-être juste. Oui, Catel. Voilà, juste aussi, enfin, l'idée, c'est pas de terminer sur une note négative, mais peut-être si Christelle peut nous dire aussi quelles sont, selon elle, les grosses erreurs que des entreprises ont pu commettre et qui sont à éviter, etc. Enfin, voilà, pour que du coup, soit pas non plus, cet investissement soit optimisé. On n'a pas forcément, on a parlé de ce qu'il fallait faire, mais aussi c'est important de se dire c'est quoi les grosses erreurs à ne pas commettre. Alors, les grosses erreurs. Déjà, moi, je reviens sur cette erreur numéro 1, c'est de ne pas déposer sa marque. Ça, c'est l'erreur numéro 1. On s'implante dans un pays, on dépose sa marque, premièrement. Après, les grosses erreurs, c'est de faire attention. Nous, on est français, on arrive. Souvent, on est convaincu que notre produit est leader. Et donc, ne pas arriver vraiment… comment je vais dire, c'est bien s'adapter en fait, c'est ce que disait Vianney, il faut être transparent en fait avec ses partenaires, ne pas aller trop vite dans la négociation. On pense très vite au contrat, à la collaboration. Non, cette collaboration, elle va se construire. Donc, il faut prendre le temps, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas… je sais que nous, en France, on aime bien qu'un contrat soit signé dès qu'il y a une collaboration. Ça ne se fait pas comme ça en fait en Chine. Parfois, on va travailler, mais sans contrat. Au Japon, on peut commencer une collaboration sans contrat. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut faire confiance à son partenaire. Donc, ça, c'est un point important. Le dépôt de la marque. Deuxièmement, ne pas aller trop vite dans la négociation et aller trop vite sur la signature du contrat. Et après, il y a toutes les différences culturelles. Bien faire attention quand on est sur place, qu'on présente sa carte de visite, on la présente à deux mains. Bien faire attention, mince, j'ai loupé ce que je voulais dire. Zut. Les différences culturelles, présenter à deux mains la carte de visite. Oui, j'étais comme ça parce que tout à l'heure j'étais avec le Japon. Donc oui, bien faire attention aux différences culturelles, bien écouter aussi son partenaire, bien écouter ses besoins, parce que nous des fois on va beaucoup trop vite. Quand il y a besoin aussi d'adaptation de produits, c'est utile de les écouter pour bien répondre à la demande des consommateurs locaux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Faire attention à votre tarif, votre positionnement tarifaire. Bien vérifier que votre partenaire ne vende pas trop cher. Les partenaires locaux, ils ont tendance à marger trop. Donc, si vous margez trop, s'ils margent trop, eh bien forcément, vous allez être trop cher et vous n'allez pas pouvoir être vendu correctement sur le marché. Donc, bien faire attention, bien étudier la partie tarifaire avec vos partenaires. Merci. Après, oui, ce que je vous disais, c'est on fait du ex-works et les premières commandes, moi, sur la première année, je vous recommande d'accepter un paiement avant livraison et de ne pas donner de délai de paiement. Je ne sais pas, Catel, vous voulez que je rajoute d'autres informations? Je pense qu'après, effectivement, au cas par cas, on pourra effectivement revoir chaque cas. Oui. Vianney,
vous souhaitez Oui, intervenir? je confirme juste aussi pour terminer qu'au niveau paiement, c'est exactement ce que je propose, du 30% à la commande et 70% avant livraison. Et les Asiatiques, de toute façon, le comprennent très bien et l'acceptent très bien parce que entre eux, les Chinois, lorsqu'ils travaillent entre eux, ils sont toujours avec des paiements sécurisés à 100%. Donc voilà, c'est important de l'avoir souligné. Merci. On va s'arrêter là si vous voulez bien. De toute façon, n'oubliez pas que l'on reste à votre disposition, que ce soit Catel ici en Bretagne, donc auprès de vous, votre chargé d'affaires BCI. Christelle est aussi à votre disposition pour répondre à certaines de vos questions. J'ai mis les coordonnées donc, de chacune d'entre elles à la fin de cette présentation que vous retrouverez donc sur BCI Info. Voilà, vous avez les coordonnées de Catel, les miennes au cas où, et celles de Christelle ici. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour que individuellement, par rapport à vos problématiques, encore une fois, on puisse vous aider et vous accompagner sur le long terme. Je remercie chaleureusement Christelle pour son intervention ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Merci de nous avoir accordé votre temps. Et puis, merci à toutes et à tous pour votre inscription et votre présence ce matin. On espère que ce webinaire a répondu à vos questions. Merci beaucoup. C'est très bien. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Le programme des prochains webinaires est disponible sur l'agenda de notre site web. Je vais vous donner quelques dates clés lorsque je vais vous envoyer un mail avec le lien sur lequel vous pourrez retrouver cette présentation complétée. Mais voilà, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire BCI. La grande nouveauté l'année prochaine pour les webinaires, c'est qu'on va vous proposer des semaines thématiques. Plutôt que de faire des webinaires en one-shot sur une thématique, un secteur, un pays, on va vous proposer des semaines entières, des semaines thématiques sur une zone pays ou sur un secteur en particulier. Donc, je vous invite vraiment à prendre connaissance de l'agenda et puis à vous inscrire au prochain webinaire qui vous intéresse. Merci beaucoup. Merci Bonne fin de journée. Merci. Merci. Vous aussi, au revoir. Au revoir, à très bientôt. Merci à tous. Merci.